Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous partager mon expérience d'un mois en hôpital psychiatrique en tant que stagiaire dans un mode d'organisation qui se nomme la psychothérapie institutionnelle, que je vais définir un petit peu par la suite. Et j'espère que mon visage ne va pas se transformer en rivière au fur et à mesure de cette vidéo, puisque j'habite sous les toits, mais je sentais qu'il fallait que je la fasse maintenant avant que mon souvenir se tarisse et que je perde certaines informations. Je pense que c'est le genre de témoignage qu'il vaut mieux garder le plus frais possible, puis par la suite il peut être intéressant de le mettre en relation avec potentiellement d'autres expériences, mais il y a un certain nombre de ressentis, d'émotions qui me semblent plus intéressants lorsqu'ils sont frais. Donc déjà je vais vous présenter ce qu'est que la psychothérapie institutionnelle, puisque si vous n'êtes pas familier avec le monde de la psychologie, c'est un mot qui peut être un peu barbare. Donc le terme est apparu dans les années 40 et je pense qu'une bonne définition serait une citation que je vais faire de Tosquelles, qui est que la psychothérapie institutionnelle a une jambe marxiste et une jambe psychanalytique. Donc vous pouvez vous dire mais quel est ce mélange douteux, et moi-même c'est ce que je me suis dit, mais je ne voulais pas m'arrêter à ça et ma curiosité m'a donné envie d'aller plus loin, et surtout suite à plusieurs reportages que j'ai vus sur YouTube qui m'ont vraiment donné envie d'aller voir, et je n'ai pas été déçue, puisqu'il y a aussi, un peu comme lorsqu'on fait de la cuisine, parfois on mélange des ingrédients étonnants ensemble, mais ils s'annulent en quelque sorte, et donc ce qui fait que leur aspect négatif n'est pas aussi prégnant que d'habitude. Là j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas pour la psychothérapie institutionnelle. Les défauts du marxisme et les défauts de la psychanalyse s'amoindrissent dans cette institution. Donc ce n'est pas le sujet de la vidéo, là je vais plutôt me concentrer sur mon témoignage concernant mon expérience, mais peut-être que cela fera le sujet d'une autre vidéo sur un sujet très spécifique qui est en quoi le marxisme et la psychanalyse sont moins dangereux dans l'organisation de la psychothérapie institutionnelle, voire donnent un résultat intéressant. Donc comme il y a une inspiration marxiste, il y a une forme de floutage des différents rôles que chacun peut avoir. Voilà, soignant, soigné, il n'y a pas cette distinction de manière aussi nette, puisque tout le monde peut être considéré comme soignant, et chacun va effectuer la plupart des activités quotidiennes, la cuisine, le ménage, l'organisation des activités. Tout le monde est convié à organiser le lieu, et cela fait partie de l'aspect thérapeutique, de se sentir investi et responsabilisé dans ces activités. Et la psychothérapie institutionnelle met un point d'honneur aux soins de l'institution, aux soins du lieu même, de l'ambiance du lieu, dans le sens que l'on ne peut pas guérir des personnes, ou du moins améliorer leur état, dans une institution qui est malade. Donc elle reconnaît notamment certains troubles qui vont naître, qui vont s'engendrer à cause d'une institution malade. Par exemple, pour certains schizophrènes, il peut y avoir un repli ou une agressivité qui ne sont pas dus directement à la schizophrénie, mais à une réaction à une institution malade. Donc elle va vraiment faire très attention à soigner ce lieu qui est fait pour soigner, mais qui, si lui-même dysfonctionne, va avoir des répercussions sur les patients. Et donc il y a aussi une liberté de circulation, chacun peut aller, venir, donc il n'y a pas des patients qui sont obligés de rester dans cette institution, ce qui fait que c'est un certain type de population qui va dans ce type d'organisation. Et il y a aussi une notion de transfert qui est très présente et qui marque aussi du saut de la psychanalyse ce lieu, c'est qu'il y a toute une théorisation par rapport au transfert. Donc déjà je vais redéfinir le terme de transfert avec la définition de Freud. Donc le transfert désigne le processus par lequel les désirs inconscients s'actualisent sur certains objets dans le cadre d'un certain type de relation établie entre eux, et éminemment dans le cadre de la relation analytique, sous forme de répétition de prototypes infantiles vécus avec un sentiment d'actualité marqué. Donc je vais essayer de redéfinir un petit peu ça avec mes mots, même si sûrement que ma définition ne sera pas la bonne et que je serai reprise pour ça. Mais je pense que pour les personnes qui ne sont pas familières avec la psychanalyse, cette définition est peut-être un peu obscure. Mais imaginons que vous ayez une certaine relation avec votre mère, et bien un jour vous allez rencontrer une psychologue, et cette psychologue-là, vous allez projeter un certain ressenti que vous avez lorsque vous relationnez avec votre mère sur elle, mais en le réactualisant, dans le sens où vous savez très bien que ce n'est pas votre mère, mais il va y avoir des conflits qui se jouent ordinairement avec votre mère qui vont se projeter sur cette psychologue-là qui vous fait penser à votre mère. Donc bien sûr, tout cela est considéré comme inconscient de manière théorisée par la psychanalyse.
Donc ce n'est pas quelque chose que vous vous dites consciemment, ah elle me fait penser à ma mère donc je vais rejouer les conflits que j'ai avec ma mère. Non, ce n'est pas vraiment ça, tout se joue de manière inconsciente dans la théorisation du transfert. Et donc dans cette institution-là, le transfert est considéré comme diffracté, dissocié. Dans le sens que les psychotiques, dans la théorisation psychanalytique, ont vraiment du mal à transférer entièrement sur une seule personne. Ils ont du mal à avoir une relation classique avec un seul psychiatre. C'est un transfert qui est trop lourd pour eux. Et donc, il faut une constellation de transferts pour qu'ils arrivent à se sentir mieux, à avoir une personne chez qui certains conflits vont se jouer, une autre personne chez qui ils vont projeter d'autres choses, et comme ça, ils vont beaucoup mieux vivre leur thérapie. Et donc par la suite, le rôle de l'équipe soignante, c'est de réunir tous ces investissements qui sont hétérogènes pour arriver à comprendre qu'est-ce qui se joue chez ce patient et quels sont ses conflits internes et externes, qu'est-ce qu'il projette sur chacun des individus. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y ait une communication par la suite au sein de l'équipe soignante, même si voilà, le terme d'équipe soignante n'est pas forcément toujours reconnu dans ce genre de milieu. Et il y a également donc l'inspiration marxiste qui prend en compte ce qu'ils appellent la double aliénation, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en compte à la fois l'aliénation sociale dans un terme marxiste, mais également l'aliénation que génère la maladie mentale. Et c'est en prenant en compte cette double aliénation qu'ils vont essayer de soigner. Donc quelque chose que je tiens à préciser, c'est que je n'ai pas vraiment trouvé de données chiffrées sur les résultats de ce type d'analyse, de ce type d'institution, la psychothérapie institutionnelle. Il n'y a pas vraiment de grosses études que j'ai connues ou dont j'ai pris connaissance qui parlent de la réussite ou non de la psychothérapie institutionnelle. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu plus considéré comme un laboratoire géant. Et c'est ça qui m'a attirée dans ce lieu, c'est qu'on a l'impression que il y a un champ des possibles qui est beaucoup plus large que dans d'autres institutions et que l'on peut tester beaucoup plus de choses. J'ai découpé mon témoignage en différentes parties et la première partie se nomme « Trouver sa place dans l'institution ». Donc déjà, je trouve que la première difficulté lorsque l'on arrive, c'est de faire la distinction entre patient et non-patient, puisque tout le monde est habillé de la même manière, donc il y a une forme de confusion, on ne sait pas vraiment qui est patient et qui n'est pas patient lorsque l'on rencontre chaque personne. Et il y a certaines personnes qui agissent de manière très excentrique, donc on ne peut pas savoir s'il s'agit d'un moniteur qui, puisqu'on appelle les personnes, les soignants, le mot commun dans les autres hôpitaux psychiatriques, là sont nommés les moniteurs. Donc il y a les stagiaires, les moniteurs et les pensionnaires, même si certains n'aiment pas le terme pensionnaire. Donc les moniteurs sont difficilement reconnaissables, puisqu'il y en a certains qui sont vraiment extrêmement excentriques. Donc on pourrait se dire, mais qui est cette personne? C'est forcément un malade mental. Mais non, ce n'est pas le cas. Et d'un autre côté, certaines personnes qui ont des maladies mentales se comportent totalement normalement et c'est assez insoupçonnable, hormis dans certains moments de crise ou lorsque l'on creuse un petit peu en parlant avec eux. Et puis un autre point qui m'a questionné, c'était le fait que nous n'ayons pas accès aux dossiers des patients, donc ça c'est normal, ce sont des dossiers privés, mais ni à leur maladie mentale, donc je ne savais pas qui avait quelle maladie mentale. Et c'était un petit peu perturbant puisque cela permet tout de même d'anticiper lorsque l'on connaît la maladie mentale d'une personne, puisque selon les maladies mentales, il y a des manières d'agir à privilégier. Et donc là, je ne pouvais pas anticiper, j'étais obligée d'être tout le temps aux aguets, de voir qu'est-ce qui fonctionnait ou fonctionnait pas dans mes agissements. Mais ce qui n'était pas plus mal, je trouve, puisque justement cela m'obligeait à être beaucoup plus dans une approche singulière envers chaque personne et à moins les catégoriser par avance. Mais d'un autre côté, je pense que cela aurait pu me faire gagner du temps de connaître directement leur maladie mentale. J'avais aussi envie d'aborder le rôle du stagiaire dans l'institution, puisque c'est un rôle un petit peu particulier, touche à tout, même si dans ce genre d'institution, tout le monde est touche à tout. Mais justement, au départ, j'avais une petite frustration, je me disais, je suis censée toucher à tout alors que je ne suis formée à rien, mais c'est ça le but, c'est justement de découvrir un petit peu toutes les tâches possibles. Et il y a, en tout cas pour ma part, ça a été une forme de refuge immédiat dans les choses très simples, comme passer le balai, servir le café, ou des choses comme ça que je sais faire. Je me réfugiais directement là-dedans puisque je me disais bon ça je sais faire, c'est bon. Et comme je suis un peu introvertie, je n'avais pas le réflexe de directement aller vers les pensionnaires, aller leur parler. J'étais un petit peu gênée.
Et un jour, il y a une autre stagiaire qui m'a dit « Mais tu sais, ton rôle en tant que stagiaire, tu peux tout simplement t'asseoir et attendre que les choses passent et peut-être que quelqu'un viendra te voir. » Justement, en montrant sa disponibilité, eh bien c'est l'une des plus belles choses que l'on puisse offrir dans un hôpital psychiatrique, c'est offrir sa disponibilité et offrir un espace d'écoute. Et donc j'ai commencé à faire ça. Parfois je me posais sur une chaise, je me posais à un endroit et juste j'attendais que quelqu'un veuille me parler, ou si quelqu'un s'asseyait à côté de moi, je pouvais aussi initier la conversation. Et je pense que ça a été un très très bon conseil, puisque cela permettait d'avoir des discussions non pressées par le temps, puisque le stagiaire est le seul qui n'est pas vraiment pressé par le temps dans l'équipe soignante. Et donc il y a vraiment cette aubaine de pouvoir juste se poser et d'écouter, et ce qui est le rôle soignant de base. Donc il y avait aussi le rôle de tiers qu'occupait le stagiaire, puisque dans tout hôpital, je pense qu'il y a besoin d'avoir un tiers qui vient d'ailleurs et qui est un autre, qui n'est pas dans l'ambiance du lieu, qui a tendance à avoir un repli institutionnel avec toujours le même jargon, les mêmes rengaines, et qui commence à rentrer parfois dans une inertie à force d'avoir toujours les mêmes personnes à l'intérieur et qu'il n'y ait pas vraiment de vent extérieur qui s'engouffre. Et là je pense que le vent extérieur qui s'engouffre, c'est vraiment le stagiaire qui apporte des idées nouvelles, qui apporte des questions, puisqu'il a envie de comprendre comment le lieu fonctionne, et à force de poser des questions, eh bien les personnes qui répondent se questionnent elles-mêmes sur des choses qui peut-être leur paraissent évidentes avec le temps, et donc peuvent potentiellement les remettre en question. Même si je pense que ce rôle tiers devrait aussi être institutionnalisé par d'autres figures, comme par exemple un psychiatre qui viendrait que de temps en temps, mais qui serait totalement extérieur à l'institution, ou d'autres personnes, des infirmiers ou autres, qui vraiment ne viendraient que de temps en temps, puisque cela permettrait d'avoir un œil un peu nouveau, un peu extérieur à cette institution qui a tendance, je trouve, parfois à donner un effet de bulle et à vraiment se replier sur elle-même. Alors désormais je vais parler du potentiel soignant. Donc je ne sais pas si c'est un terme qui est commun ou non, mais c'est le fait de partir du postulat que chacun peut être soignant vis-à-vis des autres et que chacun a un potentiel par rapport à ça qu'il faut développer, ou qu'il peut développer en tout cas. Et donc lorsque je suis arrivée dans l'hôpital psychiatrique, je me suis dit quelle est la meilleure manière de soigner. Je pensais qu'il y avait une seule bonne méthode et j'avais envie de la suivre. Donc je commence à observer et j'identifie la méthode la plus utilisée, qui était une forme de grande douceur et patience, je trouve, si je devais la définir. Et en tout cas vraiment douceur et patience, c'est vraiment les deux grands mots, et dans un non-jugement également. Et donc je me disais, ah mais je ne suis pas assez douce, je ne suis pas assez patiente, il faut que j'arrive à être plus comme ceci, plus comme cela. Et donc j'étais constamment en train d'essayer de me forcer d'atteindre ce but. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait juste, selon moi en tout cas, une base à respecter, une base soignante qui est la bienveillance, le non-jugement, une forme de neutralité bienveillante comme on dit. Et donc ça c'est une base à avoir, et qu'après cela pouvait se décliner de plein de manières différentes selon la personnalité de chacun, puisque on ne peut tout simplement pas contrôler ses faits et gestes constamment. Par exemple nos micro-expressions faciales qui font la grande part de l'empathie, eh bien on ne peut pas les contrôler totalement, et donc il faut que ça parte du cœur, il faut qu'il y ait une forme de sincérité, je pense, pour avoir une meilleure guérison, une meilleure écoute aussi de certains patients. Et donc je pense déjà qu'il faut avoir une grande sincérité, mais également que chacun a son style et son approche, et qu'on ne peut pas changer ça, et tant que la personne travaille sur cette base de neutralité bienveillante, de non-jugement, etc., et qu'elle a quand même des points auxquels se référer, et bien qu'après, chacun a sa personnalité, et que les patients vont s'identifier plus ou moins à chacune des personnalités, et que c'est bien justement d'avoir cette diversité. Alors pour ma part, j'ai découvert mon style, puisque je pense que c'est quelque chose qu'on découvre et pas vraiment qu'on développe, même si on peut le développer par la suite, mais au départ c'est quelque chose qu'on découvre, on découvre nos propres réactions par rapport à certaines situations. Et j'ai un style que je pourrais nommer rationnel directif, qui est un style pas très présent en hôpital psychiatrique, mais c'est mon style. Et pour donner un exemple, pour que ce soit un petit peu plus clair, un jour il y avait un patient qui était totalement bloqué sur sa montre. Il était assis sur un banc, il fixait sa montre comme ceci, il avait l'air totalement abattu, et je vais le voir, je lui demande ce qui lui arrive, et il me dit que la veille il a cassé sa montre en la faisant tomber par terre.
Donc là je lui demande de me montrer, mais il fait un geste de recul, il ne veut pas me montrer sa montre. Enfin, me la passer du moins. Et je lui demande quelle partie est cassée, il me dit qu'il s'agit de la vitre. Et ensuite il y a un autre soignant qui arrive, et là qui commence tout de suite à reformuler ce qu'il pense que ce patient ressent. Il lui dit « Ah, depuis que ta montre s'est arrêtée, c'est un peu comme si ta propre temporalité s'était arrêtée, etc. » Donc quelque chose d'assez philosophique, où il propose une métaphore par rapport à sa situation. Ce qui est une méthode qui est notamment, je crois, pas mal utilisée par Lebovici, et qu'un certain nombre de personnes utilisent, même si personnellement je n'aime pas trop le faire puisque j'ai peur d'inférer des choses fausses, même si parfois des inférences fausses peuvent être réappropriées et peuvent faire du bien, mais pour ma part je n'aime pas trop cette méthode, même si je reconnais son efficacité pour certaines situations, puisque parfois les personnes n'ont juste pas les mots pour décrire ce qu'elles ressentent, et donc c'est une proposition qui leur est faite pour qu'elles se les réapproprient. Et donc là, il ne s'est pas vraiment réapproprié cette explication, donc il était toujours bloqué sur sa montre. Ensuite, le soignant part, et je me dis qu'il faut que je passe à l'action pour ne pas qu'il reste dans cette inertie tout le reste de la journée. Et donc je lui dis, est-ce que c'est juste la vitre qui est cassée, ou est-ce qu'il y a d'autres parties qui sont cassées? Et il lui semblait qu'il y avait juste la vitre qui était cassée. Donc je lui dis, déjà remettez les aiguilles à l'heure, puisque peut-être que vous vous sentirez mieux. Donc il y avait une horloge en face de nous, il remet les aiguilles à l'heure, et il semblait se sentir un petit peu mieux par la suite. Donc ensuite je lui dis, mettez cette montre sur votre table de nuit et ne la touchez pas jusqu'à demain. Et à ce moment-là, vous pourrez proposer à quelqu'un d'aller vous accompagner pour aller en acheter une autre ou pour la réparer. Mais si vous continuez à la tripoter, eh bien vous risquez de casser les aiguilles et vous vous sentirez encore plus mal. Donc je lui ai proposé une sorte de suite d'actions logiques matérielles pour régler sa situation qui de base avait été déclenchée par quelque chose de matériel. Donc c'est pour ça que j'appelle cela la rationalisation directive, c'est que j'ai été assez directive dans ma manière de faire et qu'en même temps je restais dans le plan purement rationnel. Donc par la suite je me suis dit, mais est-ce que je n'ai pas été trop dure, trop froide, trop directive justement dans ma manière d'être? Je commençais à me questionner, et à ce moment-là ce patient se tourne, me regarde dans les yeux et me dit merci pour les conseils. Donc je me suis dit que finalement pour cette situation mes conseils étaient plutôt les bienvenus, et que peut-être dans d'autres situations où il s'agit de grandes crises psychotiques où la personne n'est pas du tout sur un plan rationnel et est dans de grands délires, la rationalisation excessive peut être contre-productive et peut nous éloigner et former un gouffre entre nous et le patient. Mais lorsque cela reste quand même sur un plan plutôt rationnel, je trouve que cette approche, pour ma part, a quand même marché un certain nombre de fois. Concernant l'empathie en hôpital psychiatrique, j'avais tout faux par rapport à ça, parce que je pensais qu'en arrivant en hôpital psychiatrique, j'allais me distancier des patients, j'allais avoir une forme d'empathie plus lointaine, alors que ça a été tout l'inverse. C'est-à-dire que j'ai vite remarqué que les personnes qui vivaient le mieux leur métier en hôpital psychiatrique avaient une empathie vraiment de proximité assez intense et sincère, mais que pour arriver à bien la vivre, il s'agissait d'une empathie cloisonnée dans le présent, dans l'instant présent. Et ce n'était pas une empathie qui les suivait, dans le sens où elles pouvaient même presque éprouver de la sympathie, en tout cas c'est ce qu'il en ressortait, mais que c'était littéralement cloisonné à la seconde près. Elles vivaient en même temps les émotions des patients, ou alors elles semblaient les vivre, mais que une heure après, eh bien, elles ne sont plus du tout dans cet état d'esprit et qu'elles sont passées à autre chose. Et justement, je pense que c'est ça un petit peu le secret de l'empathie en hôpital psychiatrique, c'est d'être vraiment au plus près des patients pour avoir une expérience bien plus riche, mais que cette empathie soit cloisonnée dans cet instant-là. Bon, après c'est pas nécessaire d'arriver jusqu'à la sympathie et de souffrir avec l'autre, mais en tout cas je pense que l'empathie est un minimum, et lorsque je suis arrivée là-bas j'avais une empathie beaucoup plus lointaine. Notamment je pense que chaque personne qui vit dans des grandes villes a une forme de recul empathique avec toutes les personnes qu'elle croise, puisqu'on croise tellement de monde qu'au bout d'un moment on forme une barrière assez immédiate avec n'importe quelle personne que l'on rencontre. Et donc j'avais cette forme d'empathie lointaine, et au départ je trouvais mon expérience bien moins intéressante avec cette forme d'empathie qu'avec une proximité que j'ai développée par la suite. J'avais envie de faire une dernière sous-partie dans cette grande partie qui est l'introversion, puisque je suis une personne assez introvertie. Après cela dépend des milieux, mais en tout cas dans le monde professionnel je suis plutôt dans l'observation, assez discrète et à ne pas trop parler et à plutôt attendre avant d'un peu plus m'intégrer.
Donc là c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au départ je ne parlais pas trop, j'étais pas trop dans l'initiation de l'échange et j'enviais les autres stagiaires qui étaient beaucoup plus extravertis, vraiment professionnels dans les échanges de courtoisie, tout ce qu'on appelle le small talk, et pour ma part ce n'est pas du tout mon truc. Mais au fur et à mesure du temps, je n'ai plus vraiment envié les autres stagiaires et autres moniteurs puisque je me suis rendu compte que ça avait eu un effet intéressant. Puisque certains pensionnaires qui étaient eux-mêmes introvertis avaient changé de position avec moi, puisqu'ils avaient toujours l'habitude d'être dans la réception, d'être dans la réponse, d'être la personne qui fait un pas en arrière, puisque l'extraversion est tellement imposante que parfois on se sent un petit peu écrasé par les personnes extraverties lorsque l'on est introverti, et que là, moi je leur laissais la place, je leur laissais l'espace de venir vers moi, et donc il y en a certains qui ont fait cet effort de venir vers moi, de venir me parler, alors qu'ils n'avaient pas l'habitude, j'ai l'impression, de faire un pas vers l'autre. Et donc ça les a changés de posture et je pense que ça a pu avoir un effet intéressant, surtout qu'entre personnes introverties, lorsque l'on se parle, comme on parle plus rarement dans des situations en tout cas de découverte, eh bien il y a beaucoup plus de sincérité, je trouve, qui émane des discussions qui apparaissent de ces situations, puisque on va pas se forcer à faire des échanges de courtoisie, donc lorsque l'on parle, c'est que l'on a quelque chose à dire. Et donc à ce moment-là, il y a un sentiment de sincérité qui est plus fort. Et donc c'est pour cela que au fur et à mesure du temps, je me suis dit, finalement c'est pas très grave si je suis introvertie, ça apporte juste une nouvelle nuance à l'hôpital et je ne suis pas après la seule introvertie, hein, je parle comme si j'étais la seule, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais l'impression d'être la seule et que ça a eu quand même un effet positif, mine de rien. Alors désormais je vais parler de l'organisation et du quotidien en institution, donc je vais vous faire un descriptif de mes journées. Donc je me levais environ vers 8h et vers 9h j'allais à la retransmission, donc c'est une forme de réunion où on parle de tout ce qui s'est passé durant la nuit et au petit matin, de positif et de négatif. Et vers 9h20 je me rendais dans mon secteur où il y avait environ 30 personnes et je me rendais réveiller les personnes de mon secteur. Donc c'est un moment toujours un petit peu délicat parce qu'on sent qu'on rentre dans l'intimité des individus. Donc c'est toujours un petit peu délicat de toquer, de dire bonjour, c'est l'heure du petit déjeuner, c'est l'heure de boire le café, le jus d'orange, etc. Donc ensuite je servais les pensionnaires, je leur demandais si leur nuit s'était bien passée et je lisais la feuille de jour pour dire toutes les activités qui allaient se passer dans la journée. Et par la suite, c'était beaucoup de petites activités de ménage, sortir les poubelles, nettoyer, amener le linge à la lingerie. Et beaucoup de disponibilité aussi, puisque j'avais envie d'être ouverte à la discussion. Parfois j'amenais un pensionnaire aller acheter ses cigarettes, celui qui était en fauteuil roulant, puisqu'il y a beaucoup de business de cigarettes, quasiment tout le monde fume et pas qu'un peu. Je pouvais aussi aider une pensionnaire à ranger sa chambre, enfin ça pouvait être vraiment plein de choses totalement différentes. Et je n'avais pas un emploi du temps précis, puisque le but était d'être flexible, d'être souple, pour pouvoir être disponible à n'importe quelle activité qui pouvait se présenter. Donc ensuite, vers midi, je pouvais prendre une pause, parfois non, et vers 13h, j'allais manger avec les pensionnaires. Et l'après-midi, c'était le moment des activités à médiation, donc comme le dessin, la poterie, l'écriture, il y avait même du cheval puisqu'il s'agissait d'une clinique privée. Et ces activités-là étaient vraiment géniales en elles-mêmes, et c'est vrai que les patients qui allaient à ces activités n'étaient pas les patients les plus atteints, je trouve, puisque il s'agissait de personnes qui pouvaient déjà formuler le souhait d'aller dans ces activités et aussi qui pouvaient se déplacer. Donc parfois les activités en elles-mêmes m'intéressaient vraiment, les pensionnaires étaient très sympathiques, on avait des discussions assez normales finalement, et donc ce qui fait que je n'avais même pas vraiment l'impression de travailler puisque j'y prenais vraiment du plaisir, j'aurais même pu payer pour faire certains types d'activités. Donc ce qui fait que j'étais un petit peu gênée, mais en même temps je me disais mais pourquoi je serais obligée de devoir sentir une forme d'effort négatif ou de sentir un effort négatif pour considérer que c'est du travail, alors que non, du travail ça peut aussi être quelque chose de vraiment positif et dans lequel je prends du plaisir. Et ce qui fait que aussi la différenciation travail-non-travail était un petit peu difficile pour moi, puisque comme je vivais sur le lieu, je vivais dans l'hôpital psychiatrique, j'étais logée 24h sur 24 dans l'hôpital, et bien il fallait que je différencie les moments de travail et les moments de non-travail. Et donc, il fallait que je travaille beaucoup sur mon cadre interne. C'est-à-dire que, par exemple, un psychologue a son cabinet et c'est son cadre de travail. C'est le cadre pour accueillir
la souffrance psychique, pour accueillir l'échange, alors que lorsque on peut aborder des pensionnaires un peu n'importe où, il faut avoir un cadre interne qui est fort, un cadre qui nous place en position de soignant. Et c'est sur ce cadre qu'il faut arriver à travailler, et donc là c'était un travail constant là-dessus pour me dire non, il ne faut pas se relâcher, il faut quand même avoir toujours une réflexion pour comment je peux être soignante dans la relation. Donc voilà, j'avais les activités jusqu'à environ 17h. À 17h, normalement, j'avais fini ma journée, mais il m'arrivait souvent de faire aussi des activités sportives le soir, puisque juste j'adorais les activités qui étaient proposées, donc je me rajoutais des heures supplémentaires. Un autre point qui m'a vraiment intéressée, c'est les soins corporels et même la vie quotidienne en général. Qu'est-ce qui rythme la vie quotidienne, et le fait que je suis beaucoup restée avec les infirmières, ergothérapeutes, les éducateurs spé, puisque j'étais dans le lieu de vie toute la journée et je n'étais pas avec les psychiatres qui eux étaient dans l'hôpital de jour, dans leur cabinet. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu cette scission, même si les psychiatres venaient aussi aux réunions et passaient dans les secteurs, mais j'ai quand même ressenti une forme de scission. Et j'ai trouvé ça intéressant d'être de ce côté-là de la scission, même si en psychologie je serais plutôt du côté du cabinet, mais là d'être vraiment au quotidien avec les patients et le fait de voir ce qui rythme leur journée, les repas, les soins corporels, les activités. Et la part des soins corporels, notamment pour les personnes âgées, prend une place assez prépondérante, le fait de leur changer la couche, de les nettoyer, de les laver plutôt, de les changer, changer leurs vêtements, parfois même de leur donner à manger, enfin ça peut être vraiment plein de choses, et ça prend un temps considérable, ce qui fait que parfois on peut même un petit peu délaisser les personnes plus jeunes involontalement, puisqu'elles ne nécessitent pas autant de soins physiques, et néanmoins le soin physique ça rapproche, même ça crée une intimité, et là c'est quelque chose d'assez particulier par rapport au lieu, puisque normalement dans les hôpitaux psychiatriques, à partir d'environ 60 ans, les personnes sont envoyées dans des hôpitaux spéciaux, adaptés aux personnes âgées, alors qu'ici, ils prennent le pari de garder les personnes toute leur vie pour ne pas les changer d'environnement et ne pas perturber tous les liens qu'elles ont créés, puisqu'il y a des cas qui ne pourront jamais être réinsérés dans la société, des personnes qui ont des troubles qui sont trop profonds pour qu'un jour il puisse y avoir une quelconque espérance de les réinsérer dans le reste de la société, donc ils vont rester toute leur vie à l'hôpital, et je trouve ça plutôt intéressant justement, notamment pour des personnes âgées, de ne pas leur faire encore changer d'environnement, ce qui peut être assez perturbant, et surtout qu'elles sont souvent isolées, n'ont pas forcément beaucoup de famille, etc., donc ça devient carrément leur famille, et donc ce qui fait que ce n'est pas forcément un lieu qui est adapté ni qui a les subventions pour s'occuper des personnes âgées, puisque en théorie ce lieu n'est pas censé s'occuper de personnes âgées, et donc c'est créé un petit peu un micmac, puisque il n'y a pas forcément autant de matériel que nécessaire, il faut l'acheter, et il n'y a pas les subventions par rapport à ce matériel là. Comme c'est une clinique privée, ils arrivent quand même à trouver l'argent, mais c'est vrai que c'est quand même un peu juste, et ce qui fait que toute l'attention est vraiment focalisée, je trouve, sur les personnes âgées. Et justement, ça m'a un petit peu perturbée, puisque je ne m'attendais pas du tout, en venant dans ce lieu, à ce que la place des soins corporels soit si présente, et le fait de changer des couches, enfin vraiment je ne pensais pas du tout à ça en allant dans un hôpital psychiatrique, puisque je pensais plus aux problèmes d'ordre psychiatrique et pas aux problèmes moteurs, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi handicapées moteurs, mais vraiment je ne pensais pas à tous ces soins corporels. Ce qui est quand même intéressant, puisque j'aurais pu m'en douter ou me dire que souvent il y a aussi des liens entre les problèmes moteurs et psychiques. Enfin, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont handicapées des deux, et aussi toutes les personnes vieillissantes de qui il faut s'occuper. Donc c'est vrai que je n'y avais vraiment pas pensé, mais la place des soins corporels est quand même énorme. Alors un autre point à prendre en compte, c'est la réunionnite aiguë, comme je l'appelle, c'est-à-dire que le lieu possède énormément de réunions. Je dirais que c'était peut-être 40 à 50% de mon emploi du temps, mais à la fin je n'allais plus du tout aux réunions puisque j'étais un peu exaspérée du fonctionnement de ces réunions, étant donné que je m'attendais à ce que des problèmes soient énoncés et que l'on cherche des solutions à ces problèmes. Or ce n'est pas vraiment le type de réunion qui était faite, c'est-à-dire que c'était un épanchement à problèmes, mais aucune solution n'était cherchée, ce n'est même pas trouvé, aucune solution n'était proposée. À la limite, il y avait certaines réflexions pseudo-philosophiques. Pour donner un exemple concret, il y avait le problème d'une fille qui frappait, qui donnait des coups de poing à tout le monde. Et ça faisait un certain temps que ça durait. Chacun se plaint de ce problème, mais
aucune réflexion sur des solutions envisageables n'ont été proposées. Et à la limite, nous étions plus dans des réflexions de mais est-ce que ce coup de poing nous était vraiment destiné ou non? Mais est-ce qu'on avance vraiment en se posant ce genre de questions? À la limite, c'est des questions de fond qui sont intéressantes sur le long terme, philosophiquement, mais pour le problème imminent du fait que tout le monde se prend des coups de poing sans raison, il y a quand même une urgence à régler, et une urgence qui fait que ça pourrait péter à cause de ça, et d'autres pensionnaires pourraient en avoir marre et juste se venger, ou il pourrait se passer plein de choses qui font qu'on ne peut pas se permettre de ne pas proposer de solution et de juste parler du problème sans fin. Donc d'une part, il y avait ces problèmes qui étaient abordés sans chercher de solution, et d'autre part, il y avait plein de petits détails qui étaient abordés dans des réunions de 50-60 personnes, alors que je pense que il s'agit de choses qui tombent un peu sous le bon sens et qu'il ne faudrait pas présenter dans ce type de réunion qui mobilise tant de personnes. Par exemple, une fois dans une énorme réunion, on abordait le fait de refaire un double des clés, sachant qu'ils avaient perdu le double. Pour moi, c'est un petit peu logique de refaire un double si on vient de perdre le double. Alors, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin de demander à 50 personnes est-ce qu'ils sont d'accord pour ce genre de décision? Est-ce que ces 50 personnes ne seraient pas mieux à discuter entre elles, à faire des jeux, plutôt qu'à parler sur quelque chose où juste tout le monde était d'accord dans l'assemblée, puisque cela tombe sous le sens. Enfin, il faut ne pas être dans un relativisme de se dire non mais il n'y a pas de bon sens, il faut toujours demander l'avis de tout le monde. Non, il y a aussi un bon sens qui existe, et je pense que parfois il faut arrêter de mettre tout et n'importe quoi comme sujet du jour dans les réunions. Un autre point qui m'a marqué concerne la mixité des tâches, puisque c'est un point clé de la philosophie de la psychothérapie institutionnelle, c'est le fait que chacun teste différentes tâches et ne soit pas cantonné à un seul domaine, puisque cela permet de comprendre le point de vue par exemple des cuisiniers, des personnes qui font le ménage, de la personne qui fait les soins, et donc chacun teste un petit peu toutes les activités sur le lieu et tourne sur ces activités-là. Sauf que je comprends l'intérêt pour certaines tâches que personne n'a envie de faire, par exemple le ménage, et encore le ménage c'est discutable, mais changer les couches de personnes âgées, personne n'a envie de le faire, donc le fait que ce ne soit pas toujours les mêmes qui le fassent, ça peut être intéressant. Mais pour certaines tâches comme la cuisine, où certains peuvent être vraiment passionnés de cuisine et d'autres considérer ça comme une corvée, une fois que l'on a testé une ou deux fois, je ne vois pas l'intérêt de sentir une pression à devoir à tout prix le refaire, alors que certains préfèrent cette tâche et peut-être que nous on préfère faire autre chose, comme peut-être laver certaines personnes dépendantes, et bien peut-être que c'est quelque chose qui nous intéresse. À ce moment-là, pourquoi ne être à tout prix contre la spécialisation, alors que parfois cette spécialisation n'est pas une mauvaise chose et n'empêche pas non plus de comprendre les autres domaines, les autres personnes, et permet juste d'être plus épanoui dans ce que l'on fait. Un autre point essentiel concernait le ménage, puisque cela fait aussi partie de la philosophie du lieu, que le ménage soit thérapeutique, que chacun mette la main à la pâte, etc. Sauf que, il y avait 2 femmes de ménage qui étaient embauchées, mais le lieu est immense, donc elles avaient beaucoup de travail et ne pouvaient pas tout faire, et donc le reste, c'est aux pensionnaires et aux soignants de nettoyer. Sauf que il s'agit un petit peu toujours des mêmes qui mettent le bazar, qui mettent des mégots partout, du café partout. Notamment, il y avait une personne dans mon secteur de environ 30 personnes qui mettait toujours le bazar et salissait tout à une vitesse impressionnante. Mais le dialogue avec lui était impossible, nous n'allions pas l'attacher et l'obliger à tenir un balai, donc il ne nettoyait pas, et les autres étaient exaspérés et en avaient marre de faire le nettoyage de ces saletés. Donc ce qui fait que le lieu était un peu toujours sale, et il y avait une forme de lassitude du fait que la situation ne s'arrangeait pas, et que c'était toujours à eux de nettoyer la saleté des autres, et que eux étaient là pour se faire soigner mentalement et pas pour nettoyer les déchets de d'autres personnes. Donc je comprends totalement leur exaspération. Et ce qui fait que le lieu était un peu toujours sale, puisqu'il y avait une forme de dilution de la responsabilité. Chacun se disait mais ce n'est pas à moi de faire vraiment le ménage. Et même dans le local des stagiaires et des personnes qui vivaient sur le lieu, comme la responsabilité était diluée et qu'il n'y avait pas vraiment d'organisation officielle, moi je suis arrivée et j'ai nettoyé ma chambre, j'ai nettoyé un peu le couloir, etc. Mais par exemple, il y avait une zone principale qui était déjà très sale,
et je n'avais pas forcément envie de nettoyer pour les 3 dernières années des personnes qui n'ont pas nettoyé le lieu, alors que moi je ne reste qu'un mois. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cette non-envie de nettoyer pour les autres, et le fait que ce soit vraiment un lieu de passage qui fait que chacun ne se sent pas vraiment responsable, et chacun est un peu lassé de devoir nettoyer les saletés des autres. Et donc, comme il n'y a pas vraiment de référent du nettoyage, c'est une partie qui est qui laisse à désirer, on va dire. Alors un autre point qui m'a marqué, c'est la liberté dans ce genre de lieu, puisque c'est un hôpital sans barreaux aux fenêtres, dans lequel nous pouvons aller et venir, n'importe qui d'ailleurs peut aller et venir là-bas, mais ce n'est possible que parce qu'il s'agit d'une clinique privée. Et donc, comme elle a le statut de clinique privée, elle peut choisir les patients qui vont rentrer ou ne pas rentrer, ce qui fait qu'ils n'ont pas choisi les patients les plus suicidaires. Donc, ils peuvent se permettre un peu plus de fantaisie dans leur manière d'organiser le lieu, alors que bon, si la personne, sa seule idée en tête, c'est de se suicider, forcément qu'on va faire un petit peu plus attention aux barreaux aux fenêtres ou aux couteaux disponibles. Mais là, cela permet justement d'avoir une meilleure qualité de vie pour tous, parce qu'il y a eu cette sélection, et bien tout le monde n'est pas obligé de se coltiner les barreaux aux fenêtres, certains peuvent éplucher les légumes avec les cuisiniers, et donc il y a une plus grande liberté, bien qu'il y ait des accidents, bien évidemment, il y a déjà des personnes qui ont sauté des fenêtres, même si ça n'arrive pas souvent, il y a des personnes qui se mettent en danger, mais c'est un risque à prendre pour garder plus de liberté, et c'est le choix qu'ils font pour le moment. Un autre point qui me semble être un peu comme l'éléphant au milieu de la pièce, mais que personne n'a abordé là-bas, après peut-être que c'est que le sujet a tellement été abordé qu'ils nous en avaient marre, mais c'est l'inspiration marxiste qui n'est clairement pas présente, c'est-à-dire que même originellement je me suis demandé si le marxisme était présent, puisque celui qui a créé la clinique ne l'a pas créé en forme d'organisation associative, il était clairement le patron, et maintenant c'est sa petite fille, je crois, ou sa fille qui a repris la relève et qui est elle-même patronne, et toutes les décisions sont prises de là-haut, c'est-à-dire que nous on nous laisse un peu les miettes de est-ce qu'on veut repeindre les murs en rose ou est-ce qu'on veut une poule en plus, mais les réelles décisions de budget ne sont pas prises par le collectif, et donc je ne vois pas trop où en est l'inspiration marxiste, qu'est-ce qui reste du marxisme dans ce lieu, puisque j'ai l'impression que certes on a peut-être plus de liberté dans nos décisions que d'autres lieux, mais que ça reste un peu des questionnements annexes qu'on nous laisse et qui sont clairement de seconde zone par rapport aux réelles décisions concernant le fonctionnement du lieu. Et puis aussi le fait que le lieu soit une clinique privée, et donc que certes elle fonctionne très bien, mais à quel moment on se revendique du marxisme pour finalement être sous le statut de clinique privée et faire payer les gens pour qu'ils soient soignés, et que on puisse sélectionner les patients les moins pires. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cette dissonance qui m'apparaît comme ça, parce que je ne suis pas du tout contre les cliniques privées, mais juste je trouve ça un peu bizarre de se revendiquer d'inspiration marxiste quand on est une clinique privée. Un autre point que je voulais aborder, c'est la réinsertion de ces personnes à l'extérieur de ce lieu, puisque c'est un lieu qui crée un peu comme un microcosme, c'est-à-dire qu'il a son propre fonctionnement, sa propre temporalité, son propre jargon, ce qui fait qu'on se sent vite absorbé par le lieu et l'envie de partir n'est plus là. Moi-même en tant que stagiaire, j'étais tellement bien que au bout d'un moment j'avais envie de rester en fait, ce qui n'est quand même pas courant je pense, mais je comprends que justement certains pensionnaires qui en plus sont jugés à l'extérieur, en plus ont de grandes difficultés à se réinsérer dans la vie à l'extérieur de cet hôpital, eh bien ça peut être très difficile pour eux de se dire qu'un jour ils vont y retourner, et je ne sais pas à quel point l'hôpital les pousse à retourner à cette vie extérieure, puisqu'il y en a qui sont là vraiment depuis 30 ans, 40 ans, qui passeront leur vie ici, mais il y en a d'autres qui ont la capacité de sortir et qui ne sortent pas, et je me dis en même temps ces personnes sont intéressantes dans la clinique puisqu'elles servent un petit peu de liant, comme les liants dans une recette qui vont accueillir les nouveaux, qui connaissent très bien le lieu, qui connaissent son évolution, etc. et qui sont un peu plus stabilisés mentalement. Donc c'est justement à quel point la clinique doit jouer le rôle des parents qui doivent un peu pousser l'oisillon hors du nid, ou est-ce que la clinique reste un pilier qui sera toujours là et qui ne poussera jamais personne dehors et qui attend que les personnes aient d'elles-mêmes envie d'aller dehors. Enfin je ne sais pas à quel point ça
ça fonctionne de telle ou telle manière. Parce que dans les hôpitaux publics, ils ont tellement peu de place qu'ils sont obligés d'expédier les gens au bout de 2 semaines, donc c'est pas du tout la même logique. Et puis aussi, je pense qu'on n'a pas trop l'envie de rester dans ce genre d'hôpital public, vu qu'ils sont tellement en manque de moyens qu'ils n'ont pas du tout d'activité, qu'ils sont vraiment toujours à courir partout. Donc là, comme c'est une clinique privée qui est un peu plus... où il fait vraiment bon vivre pour le coup, eh bien je me demande à quel point c'est présent le fait de vraiment pousser les personnes à se réinsérer dans la vie active, dans la vie extérieure. En plus, comme ils ont leurs allocations handicapées, ça leur permet de payer la clinique, enfin pour la plupart, et ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément l'envie de se relancer dans un travail qui leur prendra de l'énergie, qui sera beaucoup plus énergivore que quelqu'un de valide, pour avoir un niveau de vie qui peut-être sera pire que ce qu'ils ont dans la clinique. Ce qui m'a marqué, c'était la lourdeur du transfert, et je dirais plus généralement une forme d'ambiance très lourde et très morne, et que je partageais avec les autres soignants, dont je partageais un sentiment de responsabilité, je pense, puisque le matin, lorsque nous arrivions dans nos secteurs, eh bien, nous pouvions voir 15 personnes en train de fixer le sol avec un regard un peu vague, sans parler, et juste lorsque l'on rentre dans cette pièce, eh bien, il y a un sentiment vraiment de lourdeur qui est très présent. Et à ce moment-là, on se dit, mais heureusement qu'il y a d'autres soignants avec qui partager des regards, avec qui avoir une forme d'œil vif, puisque sinon, c'est tellement lourd à porter qu'on se sent un petit peu responsable et on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire l'animation? Je dois faire le clown? Je suis censée agir comment? Donc j'essayais de demander aux personnes si elles avaient bien dormi, des choses un petit peu bateau. Mais tant qu'il n'y a pas d'activité concrète à faire, on se sent un petit peu bloqué sur comment on aborde la situation. Et même, je me disais que individuellement, si j'étais face à face à une seule de ces personnes qui regardait le sol et qui avait ce regard vague et cette forme d'attente, eh bien, je ne saurais pas comment réagir, parce que peut-être que je sentirais la lourdeur de leur mal-être et la profondeur de leur mal-être qui m'arriverait en pleine face. Là, c'était justement diffracté sur plein de personnes, mais lorsque l'on se retrouve seul à seul avec une personne comme ça qui semble si abattue, si dans une autre dimension, que on ne sait vraiment pas comment réagir, et que pour le coup, l'ensemble de ces personnes, ça fait une sorte parfois d'amplificateur de cette lourdeur générale. Heureusement, dès qu'on se mettait en mouvement, dès qu'on servait les cafés, les jus d'orange, qu'on lisait la feuille de jour, là ça s'animait un peu plus, mais c'est vrai qu'on est obligé de mettre les choses en mouvement, sinon il y en a certains qui peuvent rester comme ça, à ne rien faire, à fixer le sol, et ils peuvent rester comme ça toute la journée. Enfin, je pense que si nous ne mettions pas du mouvement au bout d'un moment, eh bien ces personnes continueraient à rester là et à ne rien faire d'un point de vue extérieur. Autre chose qui m'a marqué, c'est le fait que certains patients soient vraiment dans un monde parallèle, mais même la plupart me semblent dans un autre univers spatio-temporel, quand ils sont là, assis à attendre, enfin de mon point de vue attendre, mais de leur point de vue peut-être que ce n'est pas attendre, et que j'ai l'impression que même si je leur parlais, eh bien mes paroles passeraient à travers eux, comme s'ils étaient là sans être là, et le seul moyen de les faire être là, c'est en prononçant leur prénom. Là, c'est un peu comme si ça les ancrait d'un coup, ça les rassemblait. Alors que si on parle d'autre chose, eh bien, ils sont un peu comme partout dans la pièce, sans être là, c'est très très perturbant. Et justement, c'est pour ça que on essaye un petit peu de s'accrocher à eux en échangeant des courtoisies, en leur demandant si leur nuit s'est bien passée, ou des questions un peu quotidiennes, mais sauf qu'ils ont tellement l'habitude de ces questions que finalement elles leur passent encore plus à travers, mais en même temps on ne sait pas trop comment accrocher leur attention autrement. On ne va pas commencer à débattre philosophiquement, la plupart ne sont pas forcément intéressés par ça, ou juste ce n'est pas le sujet, donc on ne sait pas trop par quoi accrocher la discussion. À la limite, c'est plus simple lorsque l'on est dans la chambre d'une des personnes, puisqu'il y a plus d'accroches, plus de tableaux, des dessins, des choses qui vont un petit peu animer la conversation et donner un petit peu plus de particularité et de singularité à ce que l'on dit. Mais sinon, c'est très difficile d'arriver à se synchroniser et à avoir des discussions où on se sent vraiment connecté à la personne et où cette personne n'est pas dispersée ou n'est pas ailleurs.
En tout cas, j'avais beaucoup ce sentiment au début, mais après, lorsque j'ai commencé à mieux connaître les pensionnaires qui étaient dans mon secteur, j'avais beaucoup plus cette connexion puisqu'il y avait une forme de continuité qui faisait que chacun savait un petit peu ce qu'avait fait l'autre la veille, donc on se demandait si ça s'était bien passé, etc. Donc c'est vrai que lorsque le lien se formait un petit peu plus, les attaches étaient plus simples, mais il y a tout de même certains patients qui sont tellement dans un autre monde que là, les moments de connexion sont très rares. Un autre point qui m'a marqué, c'est que j'ai l'impression d'avoir sous-estimé certaines capacités de pensionnaires, puisque comme il y en a beaucoup qui ont à la fois des troubles psychiques, mais aussi des troubles moteurs, et notamment aussi des troubles de l'élocution, c'est vraiment quelque chose de très très fréquent, et je ne pensais pas, mais vraiment c'était un gros pourcentage des personnes là-bas, et ce qui fait que j'avais un peu du mal à décrypter si ce que la personne disait... et le fait que ce ne soit pas vraiment compréhensible, c'était dû à un déficit cognitif ou si c'était dû à un trouble de l'élocution. Et j'ai l'impression qu'il y avait un certain nombre de cas où parfois la personne était plus lucide que je ne le pensais et avait plus de capacités cognitives que je ne le pensais, mais elle avait des troubles cognitifs, des troubles d'élocution tellement forts que cela donnait l'impression que cette personne avait beaucoup de troubles cognitifs. Donc beaucoup de déficit cognitif plutôt. Donc c'était un petit peu perturbant puisque parfois on se dit mais est-ce que cette personne a un œil vif ou pas, est-ce que ce qu'elle dit a du sens ou pas, ou est-ce que c'est juste moi qui ne comprends pas, ou est-ce que c'est elle qui juste aligne des mots qui n'ont aucun sens, ou est-ce que c'est son trouble de l'élocution. Enfin, il y a vraiment une sorte de confusion générale de à quel point la personne perçoit la réalité, à quel point ce qu'elle retranscrit est ancré ou non. Enfin, c'est un petit peu perturbant et parfois certaines personnes, je me suis surprise au fil du temps à me dire « Ah mais elles ont une perception de la réalité qui est bien plus présente que je ne le pensais ». Un autre point qui m'a marqué, mais je compte faire une vidéo entière sur ce sujet, c'est l'attente et le fait que les patients semblent tout le temps être en état d'attente. Et peut-être que c'est une inférence que l'on fait de l'extérieur et que ce n'est pas le cas et qu'ils n'attendent rien, peut-être que juste il se passe plein de choses dans leur esprit et que leur corps ne bouge pas, mais je sais qu'étymologiquement, par exemple, un patient, enfin la personne qui patiente, un patient c'est endurer ses souffrances, et là c'est clairement le cas, on a l'impression qu'ils endurent en silence et qu'ils sont là à être assis sur les marches du château, puisque c'est un château l'endroit principal, être assis sur leur chaise, être souvent assis, oui, assis partout, à regarder le sol et à attendre, ou à regarder l'horizon et à attendre. Et je ne sais pas à quel point c'est une attente ou pas une attente, mais on ne sait pas ce qu'ils attendent, on ne sait pas ce qui pourrait les faire sortir de cette attente, et c'est un petit peu tout le fil conducteur, c'est comment les faire sortir de cet état d'attente, qu'est-ce qu'ils attendent, quelle souffrance ils endurent, et j'ai l'impression que c'est ça ce que j'observe, c'est vraiment une distorsion de la temporalité qui est vraiment différente selon les individus. Si c'est un individu maniaque, ce sera pas du tout la même distorsion qu'un individu dépressif, et donc on a plein de temporalités différentes comme ça, et au milieu de tout ça, il y a des personnes qui attendent, et donc c'est très perturbant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette longue vidéo vous aura plu, puisque peut-être que je suis un peu partie dans tous les sens, mais vous avez vu en tout cas chronologiquement mes réflexions durant ce mois passé dans cet hôpital, et j'espère peut-être vous faire d'autres retours, puisque je vais continuer les stages l'année prochaine dans un lieu totalement différent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt.